Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on part du côté de chez DC Comics. Cette vidéo va parler d'une équipe très peu connue du grand public mais qui après la lecture de ce tome me tient particulièrement à cœur. Sorti en 2007 et écrit par Geoff Johns à une période où DC marchait sur l'eau en termes de qualité d'histoire et d'univers, ce run qui sera publié en 2 tomes chez Urban avec un premier tome sorti en janvier 2022 et un autre qui sortira en juin 2022, aujourd'hui on parle d'une des meilleures et des plus attachantes équipes de l'univers DC. Aujourd'hui c'est Justice Society of America, le nouvel âge, tome 1. C'est parti. La Société de Justice a connu de nombreux changements depuis sa création lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais une chose sera toujours vraie, ils forment une famille. Alors qu'ils accueillent une nouvelle génération de héros et forment une alliance avec la Ligue de Justice et la Légion des super-héros, Sandman partage une terrible prémonition. Le multivers s'apprête à vivre un grand bouleversement. Première chose à dire, pour rassurer ceux qui se poseraient la question, oui, vous pouvez parfaitement commencer les comics de la Justice Society of America par ce comics-là. Déjà parce qu'on est sur un début de run, donc c'est un petit renouveau qui permet de prendre le train en marche. En plus de ça, l'immense majorité des très nombreux personnages sont présentés quand on les aperçoit, pour que personne ne soit perdu, et en plus de ça, Urban a fait un super travail éditorial en début de tome pour permettre aux nouveaux de ne pas être perdus, avec notamment des fiches sur les personnages, et une intro sur le comics qui retrace très vite l'histoire de la JSA. Une habitude chez Urban mais à souligner car sur ce comics là en particulier, tout ça est très important au vu de l'équipe qu'on présente, donc c'est même carrément idéal pour démarrer l'équipe. Voilà, maintenant que cette question a été répondue, on peut rentrer directement dans le récit. Et ce que je peux dire, d'entrée de jeu, c'est que c'est un des meilleurs récits que j'ai pu lire de ma vie, tout simplement. Ce premier tome de ce run est juste fantastique et ce dès le début du récit qui part vraiment sur les chapeaux de roue. Avec de l'action mais surtout de la mise en place. La mise en place de l'intrigue d'une manière hyper intelligente et intéressante qui permet d'être tout de suite dans le récit. Également, il y a au début et même parsemé à certains passages du récit, souvent quand on amène un nouveau personnage, beaucoup de textes narratifs pour tout expliquer, que ce soit des enjeux narratifs ou bien des motivations des personnages. Encore une fois, c'est idéal pour les débutants. Pour parler un peu plus du scénario, déjà, il est très ambitieux. Mais aussi plutôt complexe par moments, avec plusieurs intrigues qui se déroulent en même temps pour avoir des payoffs entre guillemets à des moments différents. Cette technique de narration typique de l'auteur Geoff Johns permet de conserver un intérêt à la fois de l'instant avec des intrigues courtes, avec des payoffs rapides, mais aussi une quantité d'intrigues à moyen et long terme, ou même à très long terme. Geoff Johns est probablement le meilleur auteur de run que je connaisse de toute manière. Il a une capacité à écrire des récits exceptionnels sur une durée excessivement longue qui est vraiment folle. Ce run sur la JSA étant un des meilleurs exemples de ça avec son run sur Green Lantern. Sinon, un point vraiment très important pour ce comics, mais aussi pour la JSA de manière générale dans ses histoires, c'est que l'héritage est le cœur du récit. En fait, c'est même le récit carrément, pas juste le cœur. Que ce soit l'héritage de l'équipe de manière plus globale, l'arrivée d'un fils ou alors d'un nouveau héros qui se découvre des pouvoirs comme un membre de sa famille, l'héritage est le maître mot. La quasi-intégralité des membres de cette JSA ont eu ou ont encore un membre de la JSA dans leur famille. C'est pas pour rien que Urban a choisi d'appeler ça JSA, le nouvel âge, car on a l'arrivée de nombreux membres comme Cyclone, Wildcats ou encore Citizen Steel. Chacun d'entre eux vient d'un héritage familial de la JSA, et la transition est toute faite pour aborder mon prochain point qui est la famille de la JSA. C'est là un point majeur de la JSA. C'est que comparé à la Justice League par exemple, qui reste une équipe de première ligne pour défendre la Terre contre des grosses menaces, évidemment ils deviennent de plus en plus une famille avec le temps, mais ça reste quand même très loin de ce qu'est la JSA, car la JSA est avant tout une famille, avant même d'être une équipe, et ça c'est beau. Mais c'est surtout très intéressant, et ça différencie complètement la manière d'écrire une histoire, les enjeux en sont bouleversés, tout a un impact différent et franchement c'est hyper cool. En fait ces histoires sont une parfaite illustration de ce qu'est la JSA. Elle est plus qu'une famille, et cette famille est infinie. Quelqu'un prendra toujours la suite de quelqu'un qui part. En fait c'est un plaisir de fou de suivre cette équipe qui possède une véritable alchimie et contraste avec la surpuissance de la Ligue. 2 équipes à mes yeux parfaites dans leurs rôles respectifs. La Ligue, qu'ils vont d'ailleurs rencontrer dans un crossover aux propensions vraiment inattendues dans un récit à la fois intriguant, sous forme d'enquête et de voyage dans le temps vraiment très plaisant. Le crossover est vraiment bon et donc les 3 plus grandes équipes de chaque époque de DC vont se rencontrer, la Légion, la JSA et la Justice League. C'est vraiment un régal, sans être en plus de ça la meilleure partie de ce comics. Et un point bonus, car en une page, Geoff Johns arrive à nous faire comprendre la force du lien et des convictions de la Légion des super-héros qui est au cœur du crossover entre la JSA et la Justice League. En parlant des enjeux, ils sont vraiment énormes. On n'est pas non plus sur les enjeux d'un event à la Infinite Crisis, mais ils sont vraiment importants et font intervenir des méchants vraiment très puissants pour faire face à cette JSA,
avec notamment un premier antagoniste incroyable, Vandal Savage, mais qui sera suivi par d'autres excellents méchants, et ce qui augmentera les enjeux encore plus et les rendra encore plus importants. Ce qui apporte d'ailleurs une certaine gravité et une certaine importance qui sont ultra plaisantes dans le récit. On sent vraiment qu'on lit une page assez majeure de l'histoire de DC dans les années 2000. Ce qui d'ailleurs me fait encore plus penser et me renforce dans l'idée que DC dans les années 2000 avait un niveau de qualité d'histoire absolument dingue. Les histoires, pour en revenir à ça, sont souvent sous forme d'enquête, plutôt vraiment bien mises en place, avec toujours du court, moyen et long terme typique de l'auteur. Avec toujours des intrigues qui s'entremêlent pour se révéler au dernier moment, souvent d'ailleurs dans des cliffhangers exceptionnels. Une des techniques que Jones utilise d'ailleurs pour amener à ces différentes durées d'intrigue sont les prémonitions, qui donnent toujours envie de savoir si elles vont se réaliser. On est sur le qui-vive pour savoir comment les personnages vont réagir, vont-ils l'empêcher ou au contraire l'aggraver. Un principe de narration qui, même s'il est simple, marche toujours incroyablement bien sur moi. Le tout est en plus entouré de révélations sur les différents personnages qui sont toujours surprenantes, intéressantes et qui servent à la perfection l'histoire et viennent parachever le niveau d'écriture démentiel des histoires du tome, qui ont d'ailleurs une tendance à être vraiment tristes et sombres par certains moments. Ce qui est assez surprenant quand la majorité du tome a une ambiance plus lumineuse que sombre dans l'idée, donc encore un très bon point. Au passage, et avant de parler du dernier immense point fort pour la partie histoire, je souhaiterais relever une chose que je trouve très importante dans le récit, c'est cette réflexion qui est vraiment très intéressante et elle est sur la réaction des héros qui, même quand ils sauvent une personne, ne la sauvent pas vraiment dû au traumatisme ressenti et aux problèmes psychologiques infligés qui multiplient le risque qu'ils fassent subir ça à d'autres personnes. Et cette escalade est tellement centrale dans l'univers d'ici que je trouve ça juste incroyable. Ça me fait par exemple penser à l'histoire de Superboy Prime dans un certain sens. Niveau rythme aussi, c'est juste excellent. Très bien géré avec pas mal de textes mais toujours pertinent et intéressant. Et du coup, dernière chose à dire, et pas des moindres, je souhaiterais parler de l'utilisation de l'univers d'ici dans cette histoire. Il y a une utilisation de la continuité de ces événements marquants qui ont affecté nos personnages. On sent vraiment qu'à cette époque, DC utilisait à mort sa continuité pour enrichir ses histoires. Et le meilleur exemple reste la troisième histoire de ce tome qui tout d'abord est absolument fantastique, mais qui se sert de l'une des histoires les plus marquantes de l'univers d'ici, Kingdom Come, avec l'arrivée du Superman de cet univers qui arrive dans notre réalité et vient lancer une intrigue absolument incroyable qui clôture le tome d'ailleurs avec un cliffhanger horrible mais dans le bon sens du terme car il donne envie de lire la suite à mort. Mais j'ai beaucoup parlé de l'histoire, alors maintenant passons au deuxième énorme point fort. De toute façon cette histoire n'a que des points forts. C'est vraiment le récit parfait pour les amoureux de la continuité d'ici. Vraiment, il y a une utilisation pleine et complète de récits mythiques de DC, de son univers et de sa continuité et de sa chronologie, c'est absolument sidérant. Mais maintenant, passons aux personnages. Grosse, très grosse force du récit que je m'apprête à entamer. Les personnages. Bordel, qu'est-ce qu'ils sont excellents. Je m'aperçois que j'en ai pas forcément parlé depuis le début de la vidéo, donc j'en profite maintenant. Mais vous l'aurez sûrement compris, ce récit parle dans l'immense majorité de personnages secondaires voire tertiaires de l'univers d'ici. A voir si ça vous convient de partir là-dessus. Même si vous l'aurez sans doute deviné, je vous conseille très fortement. Mais de retour à nos personnages. Première chose à dire, et qui me paraît la plus évidente, c'est les dialogues. C'est simple, ils sont excellentissimes. Mais genre vraiment. Ils arrivent à eux seuls à augmenter de manière significative la qualité du récit et à rendre les personnages intéressants. Attachants, bref, les dialogues sont vraiment top. En fait, ils ont vraiment le don de taper toujours juste et d'avoir la bonne dose d'humour. J'en profite pour remettre une couche sur l'aspect familial de la JSA. C'est une vraie famille. Ça se ressent au niveau des personnages, de leurs dialogues et de leurs interactions. Le niveau d'écriture arrive avec une facilité assez folle à nous faire ressentir ça. Sinon, plus globalement, l'intégralité des personnages de la JSA sont attachants à leur façon. Je reviendrai plus en détail dans la partie personnage par personnage, mais au fur et à mesure que le récit avance, on se prend d'attachement pour tous les personnages. Ils ont tous leurs petits moments pour briller, que ce soit niveau action ou au travers de dialogues ou de scènes où on apprend leurs histoires. En plus de ça, le comics est bourré de plein de personnages tous variés et différents. Il y a forcément des personnages qui va plus vous toucher que les autres et qui vous fera vous attacher au récit, c'est absolument sûr. En plus de ça, honnêtement, c'est trop cool de voir des personnages peu exploités l'être pleinement et en tête de liste de leur propre saga. Surtout quand on voit l'importance de celle-ci. Également, la plupart des personnages, de par leur importance relativement faible dans l'univers d'ici, sont assez mystérieux quand on les découvre. Ils cachent leurs secrets qui vont évidemment être révélés au fur et à mesure du récit. Chacun des personnages a son ou ses objectifs, son rôle à jouer mais surtout son développement et son évolution. La gestion de tous ces personnages en même temps est franchement ultra bien gérée, surtout quand on voit que le scénario est quand même assez lourd, c'est sacrément impressionnant. Niveau relations entre les personnages, c'est encore et toujours un immense oui. Chaque personnage possède des relations bien particulières avec certains membres de l'équipe. Elles sont toutes au minimum intéressantes et enrichissent à la fois l'histoire et les personnages de manière parfaite.
Il y a un développement de personnage hyper intelligent, notamment en utilisant ce que pensent d'autres personnages d'un personnage pour le développer indirectement aux yeux du lecteur de manière hyper intelligente. Mais maintenant, passons au personnage par personnage. Power Girl est le premier personnage dont je veux parler, car, à part dans Infinite Crisis, elle n'a jamais eu autant d'importance dans les récits que j'ai lus, et j'ai trouvé son rôle vraiment incroyable. Elle est ultra intéressante. Déjà, elle devient leader du groupe. Établir un nouveau leader est ultra intéressant, et qui plus est, Power Girl, après les événements qu'elle a vécu lors de Infinite Crisis, et également du fait qu'elle reste un membre relativement ancien du groupe, ça fait vraiment sens, et justement, je trouve que le personnage révèle vraiment tout son potentiel dans ce poste de leader, et devient à la fois une excellente leader, mais aussi un super personnage. Déjà, évidemment, elle est ultra badass. Elle prend toujours ses responsabilités, puis alors Power Girl en chef, c'est une masterclass de sagesse et de puissance. Et la cerise sur le gâteau, c'est vraiment qu'elle est développée au travers de Infinite Crisis et de l'univers d'ici, comme je l'ai dit, et de sa solitude. Car elle est la seule personne survivante de son univers. On s'appuie donc sur l'univers d'ici et sur son vécu pour son développement. C'est incroyable. Mister Terrific est un des personnages que je ne connaissais vraiment que très peu dans cette histoire. Même si je trouvais que le personnage avait l'air intéressant, cette lecture me l'a révélé comme étant vraiment intéressant. Il est vraiment cool, son côté scientifique et très intelligent le rend très utile à l'équipe, ses relations avec les autres personnages sont cool, et bien écrites surtout avec Dr. Midnight. Stargirl est vraiment une héroïne pure, elle ne veut que faire le bien et est littéralement parfaite dans son rôle. La relation qu'elle a avec Cyclone est superbement écrite et montre que nos modèles peuvent surpasser nos espérances et nous avoir donné raison de les prendre comme exemple. Le personnage est juste trop cool, mais surtout super bien écrit. Parce que c'est pas facile d'écrire un personnage aussi idéaliste. Mais je pense que c'est le fait qu'elle ne soit pas naïve qui joue en sa faveur et qui fait qu'on croit en son personnage et qu'elle en devient donc très attachante et très intéressante. Un vrai plaisir de la suivre, c'est excellent. Jay Garrick est pas forcément le membre le plus développé de l'histoire, mais c'est clairement un des piliers de la JSA. Et donc, c'est un de ceux qui aident les jeunes à prendre leur marque. Il est sage, il est réfléchi. C'est un personnage certes classique, mais touchant et intéressant. À la manière de son ami Jay Garrick, Alan Scott est un des membres fondateurs de l'équipe. Et il ressemble pas mal à son compère. On sent que les deux sont un peu effacés au profit des nouveaux membres. Toujours là pour aider Power Girl dans ses décisions, ils sont vraiment utiles à l'équilibre de l'équipe et à ce côté famille du récit, ce qui les rend vraiment trop cool. Il est un peu plus présent que Jay Garrick et Alan Scott, il a d'ailleurs le droit à son propre arc narratif qui est d'ailleurs vraiment intéressant puisqu'il se découvre un fils très rapidement dans le comics. Donc déjà, il va devoir apprendre à vivre avec son fils, ça induit tout un développement de père avec des passages vraiment intéressants et des dialogues bien sympas. En plus de ça, il est franchement drôle et ajoute une touche d'humour et de drame à certains moments bien intéressantes. Il part d'un principe simple, c'est qu'il doit essayer de faire aussi bien que son père. C'est pas forcément original ou très complexe, mais c'est quand même très bien fait, très bien écrit et du coup intéressant, et laisse présager une suite à la hauteur pour le personnage dont le développement suit bien le thème du comics, l'héritage si je dois encore le rappeler. Cyclone est clairement un de mes personnages favoris de cette nouvelle JSA. Son caractère est vraiment marrant, parce qu'en fait c'est une fangirl de la JSA, surtout de Stargirl. Maxine est vraiment ultra attachante du coup. Sa relation avec Stargirl est juste géniale, très bien écrite et comme je l'ai dit, prouve que parfois ces héros peuvent surpasser ce qu'on pense d'eux alors qu'on les idolâtre. Vraiment, c'est ultra plaisant de la voir grandir dans cette équipe entourée de ces héros et la voir se rendre utile et maîtriser ses pouvoirs de mieux en mieux. Starman est vraiment mystérieux et participe à l'ambiance globale d'enquête. Il a l'air complètement dingue et semble avoir un sérieux problème, mais ça n'empêche pas le personnage d'être rigolo et attachant, en plus d'avoir des pouvoirs qui le dépassent vraiment. Mais son intérêt dans l'intrigue est excellent, notamment dû au fameux mystère de son identité. Bref, le personnage est vraiment bien cool. Damage est trop intéressant, notamment car l'impact de son héritage et de ses pouvoirs sur sa vie est colossal et dans le mauvais sens. Car en fait, il ne veut pas prendre la suite de Atom et ne maîtrise pas ses pouvoirs. Il manque clairement de confiance en lui et aux autres, mais il va devoir apprendre peu à peu à s'ouvrir aux autres pour être heureux et être utile à la JSA qui lui apporte tout son soutien.
Je voudrais rapidement parler de Hawkman pour une seule chose. C'est que en une page, lors du crossover avec la Justice League, Geoff Johns fait comprendre à quel point le couple Hawkgirl et Hawkman est lié, et que rien ne peut les séparer et qu'ils seront liés à tout jamais. C'est magnifique, quel couple incroyable, et je parle en général, hein, pas que dans cette histoire. Le personnage de Citizen Steel a un passé horrible, et une opinion de lui-même au ras des pâquerettes après son amputation, c'est horrible. Il veut être insensible et devenir utile après avoir perdu sa famille dont il se croit responsable et qui sont morts en partie à cause de lui. Il ne peut plus rien ressentir, j'ai rarement vu un destin aussi funeste et quelqu'un avoir autant besoin d'aide. Alors qu'il possède des pouvoirs insane, le perso est trop émouvant bordel, il me régale. Dr Midnight est un atout tellement important de la JSA, le perso est un docteur très fort et en plus il est calme, posé, super empathique. Mais mystérieux, le perso est vraiment trop cool. Pas forcément très mis en avant mais très utile à l'avancée des intrigues et le peu de dialogues qu'il a sont juste excellents. Liberty Bell est un personnage qui, à la manière de Cyclone, m'a vraiment marqué et que j'ai découvert dans ce récit. On voit son passé, ce qui est donc parfait pour la développer notamment au travers de son héritage et de son passé douloureux. La relation qu'il y a entre Damage et Liberty Bell écrite au travers de Zoom est trop cool. La recherche de la perfection de Liberty Bell au cours de sa vie marche trop bien et son évolution est donc palpable et fonctionne en plus parfaitement avec l'équipe et son passé de Jesse Quick fait d'elle un personnage encore plus cool. Bon, cette vidéo est déjà très longue et vu que le récit possède plusieurs dessinateurs, je vais me concentrer sur un seul. Celui qui a fait le plus de pages et mon préféré de ce comics, Dale Eaglesham. Même si les autres dessinateurs présents sont donc vraiment excellents, notamment Shane Davis qui fait un travail absolument excellent. Mais je trouve que Dale Eaglesham réalise un travail absolument fantastique et typiquement dans les veines des années 2000 de chez DC qui possède des dessinateurs incroyables. Tout d'abord, ses dessins sont pleins de détails et précis. Les personnages sont hyper expressifs, ce qui est nécessaire au vu de l'importance des personnages dans le récit, comme je l'ai dit et répété. Le récit possède évidemment son lot d'images incroyables qui restent en tête. Les combats sont absolument excellents et plutôt violents honnêtement. Les détails dans les décors sont fous, comme les détails sur le reste, juste les décors sont extrêmement bien rendus. Également, la mise en page et le choix des angles de vue sont excellents et rendent le tout très dynamique, encore plus pendant les combats. Le tout avec une iconisation de certains personnages à des moments clés du récit vraiment très bonne, avec des doubles pages fantastiques. Dale Eaglesham réalise un travail d'ensemble qui m'a vraiment régalé, mais surtout ces personnages sont vraiment très expressifs et ça c'est incroyable, vraiment un travail masterclass. Alors pour le conseil lecture, ça va aller très vite. Étant donné que c'est un très bon récit pour commencer la JSA, vous pouvez commencer par là. Et pour la suite, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a un tome 2 qui va sortir au mois de juin 2022, vous pouvez donc l'acheter et le lire, ce sera la suite de ce tome là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a vraiment fait plaisir d'enfin pouvoir parler de ce récit qui me tient vraiment à cœur. Et personnellement, je trouve ça hyper important de parler de personnages un peu moins connus. Si ça peut convaincre certains d'entre vous de s'intéresser à ces personnages et de permettre donc à Urban de pouvoir publier des œuvres sur des personnages moins connus en sachant que les ventes suivront, vraiment c'est incroyable. J'adore Batman, hein. Je suis très content que Urban en publie autant et je comprends pourquoi. Mais c'est vrai que d'autres personnages de chez DC méritent tellement d'être connus et publiés en VF. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, là où je suis le plus actif c'est sur Twitter. N'oubliez pas, nouvelle vidéo dimanche prochain à 17h30. Sur ce, c'était Day One et à la semaine prochaine.